suis en compagnie de deux experts d'EDF Power Solutions, Pierre Vergia, chef de projet et référent agrivoltaïsme Aura, bonjour et merci d'être avec nous, et Émilien Paco, expert agricole. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis également avec Maxime Fage de la BTE, la Banque de la Transition énergétique. Et je vais tout de suite vous laisser la parole, Maxime, pour nous présenter cette marque de BP Aura et nous expliquer ses missions. Alors bonjour à tous. Donc, avant de passer à l'agrivoltaïsme, je vais vous parler en 2 minutes de la BTE, qui est la Banque de la Transition énergétique, qui a été créée il y a 5 ans maintenant en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été créée pour différentes raisons. La première, c'est pour avoir une équipe d'experts sur tous les sujets de la transition, pouvoir analyser vos projets et les défendre au sein de la banque pour obtenir des financements. Une des autres grandes raisons de la création de la banque, c'est la notion de traçabilité d'épargne. On a créé des livrets et des comptes à terme dédiés à la transition énergétique. On utilise l'argent de ces livrets et de ces comptes à terme pour financer vos projets de transition. Et donc, vous pouvez retrouver les projets sur notre site internet, voir quelle typologie de projet a été financé, un petit descriptif et une photo. Un autre point important, c'était la stratégie partenariale. Aujourd'hui, on a un réseau de partenaires dans toute la région pour vous accompagner sur tout type de projet de transition énergétique, que ce soit la partie énergie renouvelable, photovoltaïque, méta-hydro, ou toute la partie optimisation énergétique des bâtiments, etc. Et ensuite, ici, vous retrouvez la carte de la BTE et des différentes BTE. Donc, la première banque de la transition énergétique a été créée en Auvergne-Rhône-Alpes, mais depuis, on a semé des graines un peu partout dans d'autres régions. Donc, voilà, vous pourrez retrouver des équipes qui s'occuperont de vos projets dans ces différentes régions sur la carte. Donc, en 5 ans, il y a eu 462 millions d'euros d'épargne collectée pour 721 millions d'euros de crédits réalisés dans différents domaines, que ce soit la rénovation de l'habitat, l'écomobilité, le photovoltaïque ou les autres énergies renouvelables, et toute une partie performance énergétique des bâtiments. Donc là, c'est une petite capture d'écran du site internet où vous pouvez voir les projets qu'on a financés, si jamais ça vous intéresse. Voilà, il y en a beaucoup. Et ensuite, ici, on a fait un petit calcul savant pour savoir si jamais vous placez 1 000 euros sur nos livrets ou nos comptes à terme, quel est l'équivalent CO2 qui est évité grâce à ces financements. Et donc, pour vous donner des petits ordres de grandeur, ça représente 1287 km. Et pour les amateurs de pizza, 77,8 pizzas. Et donc, en cumul, depuis la création de la BTE, ça représente 121 000 tonnes de CO2 évitées. Et pour terminer, on organise le 16 octobre, donc la semaine prochaine, des webinaires sur différents sujets de transition. Vous pouvez scanner le QR code si jamais ça vous intéresse. Vous retrouverez toutes les conférences, tous les webinaires disponibles. Et donc, il y a des sujets vraiment divers qu'on a essayé de sélectionner en fonction de leur qualité. Donc, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup, Maxime. Effectivement, la semaine prochaine, c'est jeudi prochain, les webinaires. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes également. Émilien, Pierre, on vous passe la parole. Est-ce que peut-être vous allez commencer par vous présenter un petit peu tous les deux et puis nous en dire plus sur votre structure? Bien, bonjour à tous. Donc, Pierre Vergia, donc chef de projet et référent agrivoltaïque pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc pour EDF Power Solutions. Merci Pierre, bonjour à tous. Donc moi je suis Émilien Pasco. Je suis agronome spécialisé en agrivoltaïsme et je travaille au sein du pôle d'expertise interne d'EDF Power Solutions. Et donc le pôle a pour fonction au quotidien d'accompagner les différentes agences sur le territoire national et de structurer le volet agricole des projets agrivoltaïques, tant sur le volet technique que sur le volet économique, dans l'objectif de rendre les projets agrivoltaïques toujours plus vertueux et bien entendu dans le respect de la réglementation. Donc, avant de vous présenter l'agrivoltaïsme, nous tenons à remercier la Banque Populaire et donc la Banque de la Transition énergétique de nous offrir la possibilité en fait, d'organiser cette conférence pour la 2e année consécutive. Voilà, donc merci beaucoup à eux. Donc, un petit mot de la présentation de l'entreprise, donc EDF Power Solutions. Et donc, si on prend un peu plus, si on dézoome un petit peu avec le groupe EDF. Donc, le groupe EDF aujourd'hui est le premier acteur en France sur les énergies renouvelables.
Donc vous voyez un peu les chiffres, hein. Premier en hydraulique, premier en éolien en mer, deuxième en éolien terrestre et deuxième en solaire. Voilà. Et au niveau donc, de l'Union européenne, on est le premier acteur au niveau Union européenne et donc le cinquième acteur au niveau mondial. Si on rezoome maintenant sur EDF Power Solutions en tant que tel, donc c'est un groupe en fait qui est présent donc à l'international dans à peu près 25 pays. On est 10 000 salariés, voilà. Donc si on passe un peu vite sur les chiffres, et donc capacité brute en exploitation, on est autour de 31 gigawatts aujourd'hui, donc avec le graphique qui représente donc la répartition des différentes énergies, avec notamment le solaire donc qui va nous intéresser aujourd'hui pour 32%. Ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité d'EDF Power Solutions, c'est que donc on est une filiale de la maison mère EDF en fait, donc détenue à 100% donc par le groupe EDF. Et donc on travaille sur plusieurs technologies. Donc sur la partie de gauche, donc vous avez les différentes technologies sur lesquelles on travaille. Donc on l'a dit rapidement. Donc l'éolien terrestre et en mer. Donc ça c'est historique. Donc les énergies renouvelables donc chez EDF ont commencé par l'éolien. Et ensuite donc on a diversifié en fait les différentes technologies avec le solaire. Donc on y reviendra juste après. Et puis un peu plus récemment et donc en train de se développer pas mal ces derniers temps, donc le stockage. Et donc pour faire un focus un petit peu sur le solaire, donc on développe des parcs photovoltaïques classiques donc sur milieu dégradé, donc les anciens K3 dans le jargon classique, mais aussi aujourd'hui bien sûr depuis 2023 donc de l'agrivoltaïsme et un peu plus récemment du solaire flottant, donc notamment sur des barrages hydroélectriques. Voilà. Et donc la particularité d'EDF Power Solutions, c'est qu'on fait partie en fait des développeurs qui sont dits intégrés. Donc intégrés, c'est quoi? On est présent en fait sur toute la chaîne de développement des projets, du développement, donc des premiers contacts avec les propriétaires et exploitants aujourd'hui en agrivoltaïsme, jusqu'au donc toute la construction du projet, donc le développement en tant que tel du projet. Après, donc, la construction du projet, la gestion des actifs, donc c'est la gestion des centrales en exploitation, donc l'exploitation, la maintenance, et enfin donc, le démantèlement. Voilà. Donc, du coup, en fait, avec EDF Power Solutions, c'est entre guillemets la garantie d'avoir le même acteur présent sur toute la durée de vie de la centrale. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, juste 2-3 chiffres en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque voilà, on est ici présent donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a une trentaine en fait de parcs solaires présents sur toute la région, une vingtaine donc en exploitation, une dizaine en construction, et on a aussi 6 parcs éoliens en région, donc EDF Power Solutions. Voilà. Donc cette conférence, on l'a organisée autour de 2 temps maintenant, donc une première partie sur tout ce qui est évolution réglementaire, puisque ça bouge pas mal depuis la loi qui a été votée par le gouvernement en 2023. Et la deuxième partie, on reviendra un peu plus sur un retour d'expérience en fait de nos parcelles expérimentales, pour que vous donniez en fait quelques chiffres en fait de ces expérimentateurs. Merci Pierre. Alors, l'agrivoltaïsme est une activité qui est très réglementée et qui part du postulat qu'on peut concilier la production d'énergie électrique avec des panneaux et maintenir une activité agricole. Et c'est bien ça qui permet de justifier en tout point l'ensemble du cadre réglementaire qui s'applique à l'ensemble des acteurs de la filière. Ce cadre réglementaire a d'abord vu une première définition au travers de la loi d'accélération, avec 4 éléments, 4 points structurants, à commencer par la présence d'un agriculteur actif, l'apport d'un service du fait des panneaux et de leur ombrage. Donc ça, c'est bien ce qui se retraduit par une amélioration des conditions de production, quelles qu'elles soient, aussi bien en termes de développement de biomasse que de déploiement d'une activité d'élevage. Toujours dans cette philosophie de maintien de l'activité agricole, il y a une notion d'activité agricole significative qui a été abordée, alors qui existait déjà auparavant, mais qui là a véritablement été ancrée au travers du cadre réglementaire.
Et l'autre point, c'est que la production agricole doit rester la production principale en termes d'utilisation, alors de l'espace peut-être pas, mais au moins de la surface. Et l'autre point, pour éviter d'observer de la déprise agricole en dehors de l'implantation de la surface, la réglementation oblige au maintien d'un revenu issu de cette activité agricole, donc qui a été retranscrit au travers des décrets et des arrêtés. Le cadre réglementaire qui s'applique à l'agrivoltaïsme donne un rôle absolument central au CDPENAF, aux commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc, ce que la loi a mis en œuvre, c'est que l'avis des CDPENAF deviendrait un avis conforme, ce qui fait que, au fond du fond, quand les CDPENAF donnent un avis défavorable à un projet, la probabilité qu'il arrive à son terme et qu'il soit autorisé est quasi nulle. Et donc, du coup, les CDPENAF ont été missionnés pour répondre à minima aux 4 critères qui sont actuellement projetés et qui structurent la légalité d'un projet agrivoltaïque, c'est-à-dire l'agriculteur actif, le service apporté, la notion d'activité agricole significative et la notion de revenu. Alors, outre les éléments de cadrage qui figurent dans la loi, en parallèle de ça, les décrets ont permis d'apporter un certain nombre de précisions sur les références sur lesquelles on devait se baser pour réaliser les calculs. En particulier, il y a eu des distinctions qui ont été faites entre différents types de projets qui ont permis de définir des projets agrivoltaïques, des projets photovoltaïques dits compatibles, les projets photovoltaïques implantés sur des serres et des hangars et la notion d'ombrière. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien entendu, ce sont les projets agrivoltaïques. Et donc, les décrets nous ont permis d'y voir un peu plus clair sur la définition de la parcelle agricole au sens des projets agrivoltaïques qui consiste à établir la surface projetée au sol par l'ensemble des panneaux qui constituent une continuité. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs zones d'implantation de panneaux, au titre de la réglementation, vous aurez donc 2 parcelles agricoles ou agrivoltaïques, si on peut les appeler comme ça. Donc une parcelle, c'est quand les panneaux se touchent, en fait, concrètement? Alors, c'est exact, c'est dans les grandes lignes, c'est ce qui est schématisé sur la slide. C'est-à-dire que vous pouvez avoir au sein d'une parcelle agricole telle que l'exploitant agricole va la définir, plusieurs parcelles agricoles au sens agrivoltaïque du terme. Alors c'est assez complexe en termes de schématisation, mais il faut bien l'avoir en tête. Et donc ces éléments-là, chacun des critères réglementaires qui sera vérifié à la fois par les CDPENAF dans un premier temps et ensuite par les services instructeurs, seront bien vérifiés sur chacune des parcelles. Donc ça soulève un certain nombre de questions, c'est-à-dire que sur les différentes parcelles agrivoltaïques que vous intégrez dans votre projet, est-ce que vous êtes véritablement sur les mêmes designs, c'est-à-dire les mêmes hauteurs, les mêmes types de structures, les mêmes écartements, et donc il va sans dire ensuite que, en particulier, les taux de couverture vont être calculés à l'échelle de chacune de ces parcelles. Et donc, une des particularités de ce fonctionnement-là, c'est que les taux de couverture, même si vous êtes sur des designs qui peuvent vous sembler équivalents, vu qu'on ne prend en compte que la partie périmétrique des panneaux, c'est-à-dire que vous n'allez potentiellement pas avoir le même taux de couverture en fonction de si vous avez, comme sur le schéma ici, 5 tables ou 2 tables. Et donc, on arrive en fait à quelque chose qui, en termes d'approche, est relativement complexe, puisque c'est design en fonction des contours physiques de la parcelle, mais au sens agricole. C'est-à-dire qu'un agriculteur, quand il va travailler, la parcelle va peut-être être entourée de haies ou d'arbres ou de chemins ou de routes. On peut au final avoir des indicateurs qui vont varier, quand bien même l'écartement entre les panneaux soit le même. Donc ça, c'est un peu spécifique et ça demande une analyse préalable pour rentrer dans le cadre qui nous est imposé par la réglementation.
Donc voilà, sur cette notion de parcelle agricole qui a un rôle absolument très important, en particulier en termes de calcul du taux de couverture. Ça veut dire, enfin ce fonctionnement-là, ça veut dire que sur le principe, s'il y avait eu des volontés de dérive en disant on va utiliser des zones où on va positionner les panneaux de manière très dense et clôturer une surface beaucoup plus étendue, ça ne suffit pas à limiter le taux de couverture tel qu'attendu dans la réglementation. Et en quelque part, ça s'entend puisque l'objectif de l'agrivoltaïsme est bien de maintenir, quelle que soit la configuration, le développement de la biomasse et par ricochet la production agricole observée sous les panneaux. Donc il serait assez surprenant de pouvoir avoir des zones sur lesquelles on a des densités de panneaux qui sont très élevées, puisque en production agricole, on fonctionne avec des végétaux chlorophylliens dont une des clés d'entrée reste la luminosité. Voilà. Pour continuer, outre cette notion de parcelle agricole, c'est la notion de production agricole significative qui, dans ce cas-là, nous engage des suivis sur différents indicateurs. Quand nous sommes sur des activités d'élevage, en particulier des élevages de ruminants, la réglementation nous demande de suivre la production deux indicateurs, à la fois la production de biomasse et le taux de chargement. Et donc, sur ces éléments réglementaires, ça paraît simple de prime abord en disant oui, l'agrivoltaïsme ne doit pas conduire à une dégradation de la quantité de biomasse produite sous les panneaux, dans la limite de 90%, puisque c'est ça qui nous est dit. Mais quand on est sur de l'activité d'élevage, aujourd'hui, la réglementation ne définit pas précisément comment quantifier la production de biomasse quand la centrale agrivoltaïque est associée à une activité d'élevage de ruminants, et en particulier avec de la pâture. Quand vous êtes sur des activités de fauche, c'est assez simple. Vous mettez en place une zone témoin, vous récoltez, vous comparez les rendements sur chacune des deux zones et vous regardez comment évoluent les rendements, en sachant que, quelles que soient les modalités, vous devez, au travers de la moyenne olympique, vous maintenir dans un rendement dans un rendement supérieur à 90% de la zone témoin. Voilà, donc la moyenne olympique ayant été mise en œuvre pour éviter les dérives qu'on peut avoir avec des événements climatiques un peu extrêmes qui permettraient d'avoir des points qui sortent de ce cadre-là. Outre cette notion de production agricole significative, la réglementation impose le maintien d'un revenu durable. La raison est simple, c'est que ça sert de garde-fou pour éviter que certains exploitants agricoles embarqués dans des projets agrivoltaïques puissent se dire en fait, je vais travailler de manière très limitée ma centrale agrivoltaïque et du coup, je ne vais plus rien produire à l'extérieur de ces surfaces-là. Et donc, la réglementation dit quel que soit le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, vous devez quand même conserver un intérêt économique au travers de la production agricole. Voilà. Donc ça a été acté. On ne devient pas producteur d'énergie, quoi. Alors, c'est véritablement l'essence. Voilà, c'est véritablement la philosophie du cadre réglementaire qui nous est imposé et qui a été souhaité par la profession agricole. Et donc, alors après, ça pose encore la question de la méthode pour réaliser le suivi de ce revenu durable. Et donc, ce qui a été retenu, c'est bien la notion d'excédent brut d'exploitation hors rémunération de la main-d'œuvre et hors retombée économique de la centrale qui est prise en compte. Voilà, donc ça, ce sont ces critères-là qui, normalement, doivent donner lieu à une évaluation des CDPENAF, parfois non sans mal. Et enfin, le dernier point qui est important par rapport à l'agrivoltaïsme, c'est l'impact sur la PAC. Alors on a un peu de visibilité quand même sur ce point-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, tous les projets qui seront qualifiés d'agrivoltaïques continueront de bénéficier des aides de la PAC dans des modalités équivalentes à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc, pour faire suite à ce petit point réglementaire et donc cette évolution suite à cette note d'instruction technique, en fait, voilà un petit peu la stratégie de développement des projets agrivoltaïques donc en région Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Donc avec 3 entrées, donc c'est vraiment un système d'entonnoir. Donc là, on met de côté entre guillemets tout ce qui est enjeux environnementaux, parce que bien sûr, ils sont à prendre en compte dans le cadre de ce développement de projet. Mais là, c'est vraiment un focus axé uniquement sur le volet agricole des projets.
Donc les 3 entrées, on en a parlé, la loi APER, accélération pour la production d'énergie renouvelable, donc de 2023 et les décrets de 2024, donc qui nous impose aujourd'hui réglementairement à avoir un rendement agricole de minimum 90%, donc comme vient de le préciser Emilien. Donc ça c'est la première entrée. La deuxième entrée qu'on apporte un peu plus donc, sur ce schéma-là, eh ben, c'est tout simplement en fait, la production agricole qu'on a en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ça, c'est issu en fait du dernier recensement agricole. Et donc il faut savoir qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même plus de 70% de prairies sur notre région. Vous avez le schéma ici qui est présenté donc, à l'écran, avec sans grande surprise la partie est de la région, donc, qui est principalement concernée donc, par de l'herbage et des systèmes polyculture-élevage. La partie ouest du département avec les premiers départements auvergnats donc, qui sont aussi en fait en polyculture-élevage. Et puis une partie centre-nord du département où là on retrouve plus des systèmes grande culture. Donc on est sur le bassin de Clermont, donc pas très loin d'ici du coup. Et puis la partie sud de la région où là on retrouve un peu plus de production diversifiée, arboriculture, maraîchage et autres. Voilà. Donc on est vraiment sur une région avec une diversité agricole assez impressionnante. On couvre à peu près toutes les productions agricoles du territoire national, on les couvre même toutes, dans des proportions vraiment différentes forcément en fonction de la géographie de la région. Mais voilà, donc l'idée de s'intéresser et de mettre la priorité sur les prairies a tout son sens, notamment dans notre région. La dernière entrée que vous avez ici est la troisième, donc c'est le changement climatique. Voilà, donc on en entend beaucoup parler du changement climatique. Aujourd'hui, c'est avéré. Donc les régions françaises sont de près ou de loin touchées par ce changement climatique. La région Auvergne-Rhône-Alpes subit depuis plusieurs années de plein fouet en fait, le changement climatique. Donc cette carte est issue en fait, des travaux du réseau des chambres et des CIDAM donc, à travers le programme AP3C, adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. Donc, dans une précédente expérience professionnelle, du coup, j'ai pu participer à ce projet-là. Et donc c'est un projet très instructif donc, qui nous permet en fait, de faire un petit coup dans le rétroviseur, de dire quel a été le climat en fait, jusque dans les années 2010. Et surtout, la plus-value de ce programme-là, en fait, c'est une projection sur quel sera le climat en région Auvergne-Rhône-Alpes dans les années 2050. Voilà. Donc l'idée en fait, de ce programme-là, c'est d'aider vous, éleveurs, et agriculteurs donc, à prendre le tournant du changement climatique et déjà entrevoir des leviers d'adaptation à ce changement climatique. Donc l'agrivoltaïsme est un des leviers en fait, possibles pour l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, donc ces 3 entrées, la loi, la production agricole régionale et donc le changement climatique, nous orientent vers donc, les prairies naturelles. Mais avant ça, donc, notamment chez EDF, Power Solutions, on s'est intéressé à quel était l'impact de l'ombrage donc, sur les productions agricoles et notamment sur les prairies. Donc ici, de part et d'autre, en fait, du mot démonstrateur, donc démonstrateur, c'est parcelle expérimentale. Hein. Vous avez donc le démonstrateur des renardières sur lequel on va revenir tout de suite après, donc sur les premiers résultats qu'on a, donc qui tournent depuis 2019. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails à ce niveau-là sur le démonstrateur. Mais voilà, ça nous permet quand même d'acquérir de la référence et donc c'est vraiment important dans des projets qui sont nouveaux. Hein, on le rappelle, ça date que de la loi de 2023. Donc on a encore de la donnée à acquérir sur ce type d'installation-là. Et donc on termine par les prairies naturelles. Donc on s'intéresse bien sûr aux prairies naturelles fauchées et ou pâturées. Et donc du coup c'est déjà un élément très important. Vous avez vu le potentiel qu'on peut travailler en région. Mais si en fait on prend les prairies naturelles et qu'on rajoute en fait toutes les différentes contraintes qui s'appliquent à ces projets, notamment environnementales, paysagers, beaucoup, donc du coup ça réduit quand même pas mal le champ des possibles. Et aujourd'hui, juste pour vous donner une information, les projets agrivoltaïques on est sur minimum 10 hectares de surface dans les études. Et c'est vraiment un minimum du minimum donc, pour permettre en fait, de trouver une rentabilité technico-économique des projets. Juste pour finir cette partie, alors c'est un peu pour faire la transition avec la deuxième partie retour d'expérience, puisque là on est vraiment, enfin c'est pas vraiment du réglementaire, mais on vous propose 2 photomontages qu'on a fait réaliser donc, pour aider en fait, les éleveurs agriculteurs à se projeter
sur à quoi pourraient ressembler en fait ces centrales agrivoltaïques sur les parcelles, et notamment du coup sur les prairies naturelles. Et ici, donc, vous avez un premier photomontage donc, qui est réalisé à l'échelle et en respectant bien sûr donc, la réglementation avec les 40% de taux de couverture. Donc, pour respecter les taux de 40%, le taux de couverture de 40%, pardon, donc du coup vous avez un écartement intertable donc, entre deux rangées de panneaux de l'ordre de 5 à 6 mètres et un écartement entre les pieux donc de l'ordre de 8 à 10 mètres. Voilà. Donc ça, c'est les critères minimaux pour respecter encore une fois donc, le 40% de taux de couverture maximal. Et après, donc, on a une hauteur bas de panneau là, qui est adaptée à un système bovin. Donc on est sur du 2,20 m bas de panneau, ce qui permet en fait aux animaux de pouvoir circuler librement sous les panneaux sans être obligés d'aller faire à chaque fois le contour des tables pour passer de l'un terrain à l'autre. Sur ce type de centrale-là, on peut aussi aménager, vous voyez, il y a des bacs d'abreuvement aussi qui peuvent être mis à disposition des animaux aussi. Et ce qui n'est pas figuré ici et qu'on ne peut pas voir, c'est en fait, on prévoit aussi ce qu'on appelle des tournières en bout de table afin que l'exploitation soit rendue plus facile en fait, de ces parcelles-là donc pour les exploitants. Donc le même photomontage en version fauche. Donc là, on est sur une prairie, cette fois-ci fauchée. Donc toujours pareil, hein, avec la contrainte réglementaire du 40% de taux de couverture maximal. Donc on est sur le même espace interligne et intertable. Voilà, donc c'est juste le pendant en fait version fauche. Mais ces photomontages en fait nous servent au quotidien quand on discute avec des éleveurs agriculteurs, puisque aujourd'hui en fait très concrètement en fait on n'a pas de centrale à leur faire visiter pour voir en fait pour pouvoir se projeter et de dire en fait quelle est la contrainte finalement qui va s'adapter sur ces parcelles là. Et donc ça paraît assez essentiel en fait d'avoir ce type de visuel là. Donc sur la deuxième et dernière partie de cette conférence, donc on vous propose cette fois-ci donc un retour d'expérience donc en 2 temps sur les premiers résultats qu'on peut avoir en termes d'agrivoltaïsme donc chez EDF Power Solutions. Donc la première, donc c'est l'exemple de Massangy dans l'Yonne. Donc c'est une parcelle qui est éco-pâturée donc sur 145 hectares. Donc là, on n'est pas sur de l'agrivoltaïsme hein, au sens de la loi de 2023, mais voilà. Donc on s'appuie sur des parcelles qui sont éco-pâturées pour déjà avoir des premiers retours d'expérience d'éleveurs concrètement, puisque cet éleveur-là, donc vous voyez, il élève un troupeau de 650 brebis en système plein air intégral et surtout il pâture déjà depuis 3 ans en fait sur cette installation-là. Donc c'est intéressant donc, pour nous d'avoir ce type de témoignage-là pour pouvoir adapter après donc, les centrales donc, au mieux pour les éleveurs. C'est un éleveur qui pratique de l'agnelage sous panneau. Et d'après son témoignage, là c'est un retour en fait éleveur, la pousse d'herbe est maintenue et surtout lissée dans le temps. Donc quand on dit lissée sur le temps, c'est-à-dire qu'on a un démarrage de végétation qui est un peu plus tardif au printemps, mais par contre on a une persistance en fait de la production d'herbe qui est maintenue en fait sur la fin de période fin de printemps, début d'été. Donc voilà, donc ça permet aux animaux en fait d'avoir un décalage de pousse d'herbe et finalement donc couvrir les besoins alimentaires des troupeaux. Encore une fois, retenez bien que ce n'est pas, donc, parce que vous voyez en fait sur la deuxième photo, hein, c'est du bipieux. Donc en agrivoltaïsme aujourd'hui, on ne fait pas du bipieux, c'est uniquement du monopieux. Donc ça, c'est la différence est très importante. Et là, on a une hauteur bas de panneau aussi qui est assez limitée. Donc c'est des choses qu'on travaille de manière différente en agrivoltaïsme. Et donc on vous propose un petit témoignage de 3 minutes, parce que forcément, quand c'est dit par une personne extérieure, le discours est plus intéressant quand c'est l'éleveur qui témoigne de lui-même. Donc si jamais vous voulez bien lancer la vidéo, s'il vous plaît. Et donc du coup, on vous propose ce témoignage pendant 3 minutes rapides. Je suis Nicolas Carbognani, je suis berger itinérant dans l'Yonne. Gauche. Stop, couché. Couché. Moi, je suis parti de rien. Je ne suis pas fils d'agriculteur, ni de céréalier, ni d'éleveur. Sans la centrale de Massangy, je n'aurais pas pu m'installer.
concrètement, avec Nicolas, ça se passe très bien. Il était hyper intéressé parce que pour lui, c'est une mise à disposition d'une surface immense. Là, on parle de 150 hectares d'herbe gratuite. Donc j'ai 650 mères en moutons et il va falloir qu'on monte à peu près 800 moutons pour pouvoir faire manger toute la centrale correctement. La centrale de maçonnerie, ça me permet aussi de faire plus de naissances dans l'année à n'importe quel moment parce que même en temps de pluie, les brebis ils prennent l'instinct d'aller faire leur naissance sous les panneaux et pas en dehors. Donc du coup, l'agneau à la naissance, il est vraiment très protégé par les panneaux. Quand je suis bon, voilà, ça coupe. Ouais, t'inquiète, t'as pris le truc là, c'est bon. Donc voilà pour ce petit témoignage assez synthétique donc, de cet éleveur-là dans l'Yonne. Et donc on s'appuie en fait de ces parcelles qui sont éco-pâturées pour nous amener en fait des retours d'expérience, des témoignages d'éleveurs. Et puis aussi donc, sur des données en fait. Donc c'est pour ça que cette année on a décidé d'équiper 6 centrales photovoltaïques. Donc là encore une fois, on est sur de la centrale photovoltaïque PV compatible qu'on appelle. Donc ce n'est pas encore une fois de l'agri-PV. Là-dessus on insiste pas mal parce que c'est important. Mais ça nous permet d'avoir des données. Et donc on a équipé 6 centrales photovoltaïques en station météo où on suit en fait la météo de manière régulière pour voir un petit peu les influences et notamment essayer d'estimer le microclimat qui pourrait se créer sous les panneaux. Et donc après, ça nous permet de transposer à ce qui pourrait être sur l'agrivoltaïsme après. Voilà. Parce que dans la bibliographie, vous pouvez retrouver assez régulièrement en fait, des notions de moins 1 degré, moins 2 degrés sous les panneaux. Donc c'est intéressant de pouvoir mettre des chiffres concrets sur ces données-là et d'avoir des retours d'expérience et surtout en fait, sur le plus de centrales possible puisque ça dépend forcément beaucoup des régions et des contextes agropédologiques qui varient énormément. Donc voilà le premier type de retour d'expérience qu'on va avoir. Le deuxième type de retour d'expérience qu'on va avoir au niveau d'EDF Power Solutions, c'est ce qu'on appelle les démonstrateurs. Donc un démonstrateur, comme je le disais précédemment, en fait, c'est une parcelle expérimentale. L'objectif du démonstrateur, c'est d'évaluer l'impact de l'ombrage sur les productions agricoles dessous. Donc, au niveau d'EDF Power Solutions, donc, on a 4 démonstrateurs qui sont en activité aujourd'hui et donc qui produisent de la donnée, plus un démonstrateur en projet. Donc si on fait le focus en région Auvergne-Rhône-Alpes sur les productions dominantes de la région, et notamment sur l'élevage, on va s'intéresser à un démonstrateur en fonctionnement et un en projet. Donc le premier en fonctionnement, et c'est celui qui nous offre le plus de retours d'expérience pour le moment, donc il s'appelle les Renardières, il est en Seine-et-Marne, donc voilà, il a été mis en service en 2019. Donc on avait réellement anticipé en fait la loi de 2023. Et donc là, on a des retours d'expérience sur des productions de luzerne et de prairies multi-espèces. Donc on va revenir assez longuement sur ce démonstrateur-là juste après. Donc c'est pour ça que je passe un peu vite. Et l'autre démonstrateur, donc, qui lui est en projet, donc ça serait, on l'appelle Icône. Et donc l'idée, ça serait d'avoir un démonstrateur donc, en élevage bovin, en l'occurrence des génisses, pour voir un petit peu aussi le comportement des animaux sur ce type de centrale-là. Ces démonstrateurs, ce qui est important, c'est qu'ils sont encadrés et accompagnés donc, par la recherche agronomique et notamment l'INRAE. Et donc, c'est vraiment des parcelles qui sont faites pour acquérir de la référence. Ils sont extrêmement instrumentalisés pour avoir vraiment des retours très précis dans des contextes particuliers qui nous permettent après de transposer et d'élaborer une stratégie par la suite. Donc, je vais laisser Émilien donc, vous présenter donc, les retours d'expérience sur les renardières. Alors, du coup, l'objectif de l'ensemble de nos démonstrateurs, comme Pierre l'a présenté au cours des dernières minutes, c'est d'identifier quel va être l'impact de l'ombrage sur nos productions. Alors cette approche, elle part d'un principe simple, c'est que si nous n'avons pas d'autres facteurs limitants dans un cycle cultural, la production de biomasse est relativement proportionnelle au niveau de rayonnement reçu. Malheureusement, ces conditions
idéales ne sont pas observées en conditions naturelles, puisque, en particulier pendant l'été, on observe dans de très très nombreux endroits en France une limitation du développement de la biomasse du fait d'épisodes de sécheresse et donc d'un manque de disponibilité en eau. Et donc, l'intérêt est de bien cerner en fait quelles sont les réponses comportementales de différentes cultures, à la fois, à la perte de rayonnement associée à ce phénomène de frein hydrique estival. Et donc, en ce sens, notre démonstrateur des renardières, depuis 2019, a mené des études à la fois sur de la culture de luzerne et plus récemment sur de la culture de prairies multi-espèces. Vous avez sur la slide actuellement présenté quelque chose qui est assez parlant, c'est-à-dire que vous avez sur la première partie du graphique situé à gauche l'évolution des rendements observés pendant la phase de printemps, c'est-à-dire une phase où la disponibilité en eau est plutôt bonne. On observe que sous les panneaux, le différentiel par rapport au témoin, qui est la barre grise sous laquelle est faite la mention REF, on observe que cet écart est relativement faible. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'à ce moment-là de l'année, le facteur limitant n'est pas autre chose, l'eau n'est pas le facteur limitant, ce qui veut dire que le rayonnement est plutôt très bien valorisé. En revanche, les constats qui peuvent être faits pendant la période estivale sont fondamentalement différents. C'est-à-dire que dans ce cas-là, avec les deux modalités qui sont suivies, à la fois des placettes situées sur la face nord versus sur la face sud, on est sur des niveaux d'ombrage qui sont légèrement différents, mais à la marge. En fait, on observe en particulier sous la partie centrale des panneaux, c'est-à-dire là où l'ombrage est le plus important, des gains de productivité qui sont relativement substantielle. Et donc, sur l'ensemble des campagnes au cours desquelles ont eu lieu ces expérimentations, on est sur un gain de l'ordre de 20% de la quantité de biomasse de luzerne produit sous le démonstrateur en comparaison du témoin. Et donc, c'est bien cette amélioration de l'eau présente dans le sol, donc ce qui est habituellement appelé le réservoir utilisable, c'est bien cette amélioration qui permet ce gain de production. Comment ça se traduit factuellement? C'est-à-dire qu'on a deux phénomènes qui sont, le phénomène d'évapotranspiration, qui, comme son nom l'indique, associe à la fois de l'évaporation et de la transpiration. L'ombrage présent sur le sol permet de limiter le phénomène d'évaporation simple et donc d'améliorer l'efficience de l'eau qui est contenu dans le réservoir utilisable du sol. Alors ça, c'est sur la partie production de biomasse. Il est aussi intéressant de se pencher sur le volet physiologique du développement des plantes. Donc ça, c'est les photos que vous avez sur la partie centrale de la slide, où on voit que les feuilles de luzerne, et ça c'est un phénomène qui a été identifié depuis maintenant assez longtemps, mais qui se trouve confirmé, vont maximiser leur surface foliaire pour essayer de capter le maximum de luminosité pour procéder à la photosynthèse et en particulier à la mise en réserve. Donc ça, c'est vraiment sur la partie entre guillemets estivale et pousse. Les photos qui sont présentes sur la partie droite de l'écran montrent à la fois une exposition au gel plus limitée du fait de la protection des panneaux, et ensuite la dernière photo est juste une illustration de l'ombrage au zénith d'une journée estivale. À la suite donc, de cette expérimentation menée sur luzerne, compte tenu de l'intérêt qui nous est manifesté en particulier sur les filières d'élevage de ruminants, il nous a paru utile d'engager une implantation de prairies multi-espèces, alors plutôt productive, puisqu'on est véritablement sur un profil de prairie temporaire qui va associer différentes espèces, à savoir fétuque, raie-gras et trèfle violet, entre autres. Donc, ce qui est encourageant, c'est que les résultats obtenus sur cette prairie temporaire sont relativement équivalents aux tendances qui ont été observées sur la luzerne. Alors, il est bien entendu nécessaire de moduler ces éléments d'analyse
en fonction des conditions météo. Sur l'année 2023, c'est-à-dire sur la période d'implantation, on observe en fonction des taux d'ombrage un accroissement relativement significatif de la production de biomasse, puisque on oscille entre plus 20 et plus 30% de production de biomasse sous l'expérimentateur en comparaison du témoin. Sur l'année 2024, le différentiel de production est nettement moins marqué pour une raison très simple, c'est que l'année 2024 a été marquée par une pluviométrie relativement importante et répartie tout au long de l'année. Et ce qui a été abordé précédemment sur la notion de facteur limitant de la biomasse est, et j'ai envie de dire ici, parfaitement illustré. On observe une production qui est maintenue, mais qui ne se trouve pas accrue comme on pourrait l'observer sur des années plus ou moins séchantes. Et donc c'est en ce sens que on parvient d'apporter des éléments tangibles au fait que les panneaux apportent véritablement un service au travers de leur ombrage, en particulier en lien avec l'amélioration de l'efficience de l'eau. Sur la partie physiologique, les constats qui ont été faits sur la luzerne se trouvent là aussi confortés, c'est-à-dire qu'on a des surfaces foliaires qui sont maximisées au regard de cultures qui pourraient être exposées à un rayonnement sans ombrage. Compte tenu de ces éléments-là, bien entendu, les analyses vont se poursuivre dans les prochaines années, enfin sur l'année actuelle et sur l'année prochaine, donc c'est-à-dire en 2026. Et l'analyse va être portée de manière beaucoup plus attentive sur l'évolution des légumineuses au sein de cette prairie multi-espèces du fait de concurrence qui peut exister entre les graminées et les légumineuses en lien avec un ombrage potentiellement plus faible qu'en dehors du témoin. Alors, ces éléments-là, ils ont une vocation forte, et pour faire le lien avec les propos introductifs en lien avec la réglementation, ces expérimentations ont pour objectif premier de conforter à la fois la notion de service et dans le même temps la notion d'activité agricole significative et cette assurance de maintenir le rendement à hauteur de 90% de la zone témoin. Et donc en fait, ce dont on s'aperçoit quand on prend un peu de recul, c'est que ces deux notions en fait sont intimement liées. Si on apporte un service, nécessairement, la production de biomasse est maintenue et au-delà de certains artefacts qu'on n'aurait peut-être pas pu envisager de manière préalable, il n'y a pas de raison logique pour que le rendement décroche de plus de 10%. Et donc, pour revenir encore une fois sur ces éléments de cadrage réglementaire, et en particulier nos premiers retours d'expérience, alors là qui ne sont pas issus d'expérimentation, mais des projets qui sont actuellement à l'instruction, les CDPENAF veillent sur ces éléments-là, et c'est bien normal puisqu'elles sont dans leur rôle, et ce qui peut parfois paraître un peu surprenant, c'est que au terrain, les CDPENAF sont plus exigeantes que ce à quoi on aurait pu s'attendre sur la question uniquement réglementaire. Et c'est-à-dire que sur ce maintien de l'activité agricole significative, aujourd'hui, on a des interlocuteurs qui sont très avides de connaissances sur le comportement des cultures sous ombrage. Et c'est la raison pour laquelle, côté EDF Power Solutions, on a mis en place des outils de mise en perspective de l'impact. Parce qu'on est convaincu, chez EDF Power Solutions, qu'on ne peut pas faire de l'agrivoltaïsme partout et que le facteur déterminant de la capacité à faire de l'agrivoltaïsme sera le contexte pédoclimatique. Et donc, pour s'assurer autant que de possible qu'on rentre bien dans ce cadre réglementaire, nous nous appuyons sur deux outils. Un outil qui s'appelle PVNov, dont la vocation première est à la fois d'évaluer le gisement solaire et par voie de conséquence la production électrique à la lumière du climat bien entendu, et par voie de conséquence en fonction du type de structure que nous installons, potentiellement d'anti-tracking auquel nous nous attendons si de l'anti-tracking est envisagé, de mettre en avant un spectre d'ombrage pour servir de clé d'entrée à notre deuxième outil, qui est un outil qui s'appelle Styx, qui est un outil libre, mais qui est en particulier utilisé par l'INRA, et qui, du coup, va avoir besoin pour fonctionner d'un certain nombre de variables d'entrée, parmi lesquelles la localisation géographique, puisque ça va conditionner le climat, c'est-à-dire la pluviométrie, les températures, le type de sol,
les facteurs de fertilisation et aussi, bien évidemment, le facteur de rayonnement qui lui-même est conditionné par l'ombrage. Et donc, aujourd'hui, toutes les expérimentations que nous menons ont pour objectif de nous permettre de personnaliser les fichiers de culture pour pouvoir avoir des fichiers qui puissent traiter véritablement du comportement des cultures sous panneaux en agrivoltaïsme. Et du coup, l'objectif, en fonction de ces inputs-là, c'est de pouvoir prévoir autant que de possible la production agricole et bien s'assurer que le design que nous envisageons permette de maintenir le rendement tel qu'attendu par la réglementation. Et donc, voilà, l'idée, au final, et c'est bien ça l'essence même de l'agrivoltaïsme, c'est autant que de possible que la centrale agrivoltaïque s'adapte aux besoins de l'exploitant et que ce ne soit pas l'inverse. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très complète sur notre sujet de l'agrivoltaïsme. Ce que je vous propose, c'est comme il nous reste quelques minutes, c'est de donner la parole au public. Est-ce que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, témoigner? Si c'est le cas, faites-moi un signe et je viens avec le micro pour vous donner la parole. Ne soyez pas trop timide. C'est l'occasion de venir questionner nos experts du sujet. Ça peut être les experts d'EDF Power Solutions, ça peut être la banque aussi. Est-ce que quelqu'un a une question? Je comptais sur vous. Quelle est la réaction du monde écologique, des écolos? Comment ils perçoivent ce type de développement photovoltaïque? Je vais peut-être passer la parole à Pierre qui est plus du coup au quotidien sur les études d'impact. Sinon il me complétera si j'en oublie. En fait, nos projets dans leur quasi-entièreté sont soumis à des études d'impact. Donc aujourd'hui on est au sommet de l'élevage, on est plutôt avec une entrée qui est agricole, mais néanmoins il y a toute une étude environnementale qui est menée sur nos zones, d'implantation potentielle. Et donc du coup toutes les surfaces qui présentent des enjeux significatifs sont le plus souvent délaissés puisque en fait on ne souhaite pas avoir un impact majeur sur des zones à fort enjeu environnemental. Alors après, sur le volet écologique, on limite notre impact. Après, il y a des éléments qui relèvent entre guillemets, de la sensibilité de chacun. Et vous pouvez avoir des gens qui vont avoir une sensibilité environnementale ou écologique un peu plus forte et qui vont peut-être pas être très favorables à l'agrivoltaïsme ou à l'inverse, dire au final, pourquoi pas. Après, j'ai envie de vous dire, tout ça, c'est un peu au cas par cas en fonction des projets. Et en combien de temps d'études il faut pour sortir une centrale par les 10 hectares minimum, c'est ça? La durée d'études pour un projet, pour sortir un projet, vous l'estimez à combien aujourd'hui? Donc du coup, j'en profiterai aussi pour répondre à la première question, enfin apporter un complément à ce qu'Emilien a pu vous répondre. Donc je prends tout de suite votre deuxième question donc sur la durée. Donc il faut compter en moyenne 5 ans aujourd'hui pour sortir un projet, entre le début en fait des accords fonciers avec propriétaires et exploitants jusqu'en fait à la phase de construction de la centrale. Voilà, donc dans ces 5 ans, vous avez effectivement toute une année en fait qui est liée aux inventaires en fait faunistiques et floristiques sur les 4 saisons de l'année, très complet et très exhaustif, qui va nous permettre à la fin de cette année de savoir réellement le potentiel qu'on va pouvoir équiper de la parcelle. Voilà. Et puis après, s'ensuit toute une étape en fait, de montage du dossier, dépôt du permis de construire. Et après, on rentre dans une phase d'instruction auprès des services de l'État. Dans cette phase d'instruction auprès des services de l'État, vous avez notamment donc, le passage en CDPNAF, dont Emilien a parlé en début d'intervention, mais aussi l'enquête publique et voilà, donc tout un volet. Et pendant toute cette phase en fait, de 5 ans, l'important, donc, notamment chez EDF Power Solutions, là où on met une priorité, c'est le volet concertation. C'est-à-dire en fait, aller à la rencontre des gens, des élus, des habitants, pour leur expliquer le projet, pour leur expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi ici. Et voilà, pour essayer de démontrer un peu l'intérêt des projets. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur cette deuxième question. Juste pour compléter ce qu'Emilien disait sur la première partie, par rapport au volet environnemental. Donc voilà, donc on est sur la démarche éviter, réduire, compenser, hein, donc sur les études d'impact. Donc comme son nom l'indique, on va chercher à éviter dans un premier temps
à réduire et à compenser si jamais vraiment on ne peut pas éviter les autres. Et juste un petit exemple par rapport à ces histoires environnementales. On a un projet en région, donc à Saint-Romain-en-Galles, qui a été labellisé biodiversité positive. Voilà, donc par un SCOT. Donc du coup, on est très fiers en fait de ce résultat-là, puisque en plus c'était une centrale donc photovoltaïque là cette fois-ci classique. On n'est pas sur de l'agrivoltaïsme, c'est une centrale photovoltaïque classique qu'on a construite il y a déjà quelques années, et qui était donc sur un milieu dégradé, donc ce qu'on appelle dans le jargon un K3. Donc on part d'un milieu dégradé où on se dit qu'au niveau biodiversité, c'est quand même pas idéal, voilà, pour la faune et la flore présente. Et on obtient ce label-là, donc c'est quand même le fruit du travail et de relations donc avec le monde environnemental. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Oui. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport aux zones d'exclusion sur des parcelles qui peuvent arriver. Par exemple, on a des contraintes au niveau paysager. Donc, est-ce que ces zones peuvent en profiter pour mettre des zones témoins qui présentent bien sûr les mêmes caractéristiques pédo de notre exploitation? Et si possible, j'ai une deuxième question sur les monopieux, mais on peut répondre à la première. C'est pareil, je commence et puis tu compléteras, Emilien. Donc effectivement, les zones témoins sont des zones importantes, hein, vous l'avez dit et vous l'avez compris, dans le cadre de l'agrivoltaïsme, parce qu'on a aussi la possibilité en fait, de se référer à des référentiels locaux pour justement comparer et attester qu'on obtient bien les 90% de rendement minimum. Mais c'est toujours mieux effectivement d'avoir une parcelle témoin, puisque les conditions agro-pédo sont vraiment les mêmes. Par contre, la difficulté des parcelles témoins, c'est effectivement qu'on ait une représentativité en termes agro-pédo, et notamment de qualité de sol, entre la zone qui est équipée et la zone qui va servir de témoin. Mais effectivement, on peut se servir des zones qui ne sont pas équipées en parcelles témoins. Après, je ne sais pas quelle était votre question sur les monopieux, du coup. Vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est obligatoire d'aller sur les monopieux. Donc, par rapport aux bovins, par exemple, est-ce qu'on sera obligé d'aller sur des peu purs en termes de résistance, ou vous pensez que ça peut aller par rapport au passage, ça peut faciliter le passage des bovins entre les pieux, mais voilà, c'est surtout la robustesse et la résistance des pieux par rapport à des bovins de grand calibre. Alors du coup sur les structures, donc effectivement on est sur du monopieux en agrivoltaïsme aujourd'hui. Donc on l'a dit, hein, l'agrivoltaïsme, l'idée c'est vraiment la centrale agrivoltaïque qui doit s'adapter au projet de l'agriculteur et à l'exploitation qu'en fait l'agriculteur, et pas l'inverse, hein, donc c'est pas à l'agriculteur de s'adapter. Donc c'est pour ça que le monopieux aujourd'hui il paraît assez incontournable dans ce type de projet-là. Et donc par rapport à la résistance des structures, donc, on travaille avec plusieurs structuristes donc, chez EDF Power Solutions et il y a des tests en fait, qui sont faits de résistance, puisqu'on sait que les animaux, notamment des bovins, ils aiment bien des zones de grattage. Donc voilà, donc ils peuvent se gratter sur les pieux, et sur les centrales, on va aussi l'équiper de brosses aussi, qui permettent aussi d'accompagner ce phénomène naturel des animaux, d'aller pouvoir se gratter dès qu'il y a une structure fixe sur les parcelles. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question? Bonjour, merci pour la présentation également. Vous avez parlé des légumineuses tout à l'heure. Est-ce que vous avez des retours sur les différences d'ensoleillement entre des structures fixes et des structures en tracker, en particulier sur les plantes à fleurs? Puisque effectivement, les premiers retours qu'on avait sur certaines centrales en fixe, c'est que les plantes à fleurs disparaissaient, les graminées montaient en tige, et on avait un problème là, clairement de diversité spéciale sous les panneaux. Donc est-ce qu'on a déjà des retours sur le bénéfice du tracker, qui a quand même un rayonnement diffus assez différent au niveau du sol, par rapport aux plantes à fleurs, justement, quand on sème des mélanges, des métailles, etc. Alors, on partage votre analyse sur le besoin d'informations sur ces éléments-là et sur les premiers constats. Aujourd'hui, on regarde attentivement quel peut être le comportement
spécifiques ou variétales sous des centrales fixes, mais on n'a pas de résultats à communiquer à la date d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les deux, Pierre et Émilien. Merci aussi Maxime pour la présentation de la banque. Et merci à vous d'avoir assisté à cette conférence.